Onvaux du XVIe au XVIIe siècle. Enlèvement de la statue de Notre-Dame par les Huguenots. En 1553, c'est la destruction totale de Thérouanne par les troupes de l'empereur Charles Quint. L'évêché est transféré provisoirement à Boulogne. Cette année-là, Jehan de Frohard meurt, et c'est son fils aîné, également prénommé Jehan, écuyer du roi Henri II, seigneur de Bayon et de la Watine, qui devient seigneur de Onvaux. Le 10 juillet 1559, c'est la mort accidentelle du roi Henri II. Le 27 septembre, le seigneur de Morvilliers est nommé gouverneur de la ville de Boulogne-sur-Mer. En 1560, Jehan de Frohard prend part aux élections de Boulogne pour devenir échevin. À cette époque, les luthériens et les calvinistes sont appelés les Huguenots. C'est un terme péjoratif pour désigner le fait qu'ils se cachent, pour éviter les persécutions des catholiques, et sortent la nuit. Les Huguenots deviendront par la suite les protestants. En 1562, les premiers troubles commencent à Boulogne. Les chanoines brûlent publiquement des livres de Huguenots. La même année, le gouverneur Morvilliers a rejoint le roi de Navarre, et l'armée protestante, à Rouen. Le roi Charles IX, âgé de 12 ans, nomme un nouveau gouverneur à Boulogne, le seigneur de Gournay. En 1563, sa mère Catherine de Médicis, régente du royaume, replace de Morvilliers dans ses fonctions de gouverneur du Boulonnais. Après le 12 juin 1567, les Huguenots sont majoritaires en Basse-Ville. Ils font interdire le culte catholique. Le 26 septembre 1567, le seigneur de Morvilliers arrive à Boulogne avec une puissante escorte de cavalerie et d'infanterie, toute acquise à sa cause. Pendant 8 à 10 jours, il fait rentrer régulièrement des soldats dans la ville fortifiée, seulement à la file, pour ne pas alarmer les habitants. Comme les catholiques boulonnais sont insultés et maltraités par cette soldatesque, ils souhaitent cacher ce qu'ils possèdent. Certains s'enfuient avec leurs biens dans les villes et villages environnants. Mais le seigneur de Morvilliers parvient, à force de ruse, à inspirer aux catholiques boulonnais une confiance dont ils devinrent les victimes. Il rassure si bien les chanoines, qu'ils lui confient la meilleure partie de leur argenterie et des meubles de l'église, pour être cachés dans le château de Boulogne. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1567, des soldats huguenots entrent dans la cathédrale. Ils abattent les statues et s'emparent de l'image, c'est-à-dire la statue, de Notre-Dame de Boulogne. Ils la jettent hors de l'église la corde au cou, et la traînent dans la rue, jusqu'au corps de garde de la porte Flamingue, la porte de Calais. Ils essaient de la briser mais n'y parviennent pas. Ivres de fureur et d'alcool, ils tentent de la détruire par le feu, mais sans succès. Leur courage s'estompe peu à peu, et craignant que leur sacrilège ne soit découvert, ils préfèrent l'enlever au loin et la cacher pour que le gouverneur Morvilliers ne puisse pas être accusé. Les Huguenots, avec à leur tête le seigneur d'Écault, font descendre la statue par les remparts dans les fossés de la porte flamande, pour l'emporter à une demi-lieue de là, c'est-à-dire 2,4 km au château de Onvaux, où résident Jean de Frohard, protestant notoire et très actif partisan des calvinistes. Un des soldats habitant Vimille, Bertrand Briard, l'enlève furtivement et la garde quelque temps chez lui, mais la ramène ensuite à Onvaux par crainte de représailles. La statue sera d'abord enfouie sous un tas de fumier à l'entrée de la basse-cour du château. Elle y serait restée 3 années, puis ensuite jetée dans le puits, pour y pourrir. Le dimanche 12 octobre, en entrant dans l'église, on découvre que l'image miraculeuse a disparu de son autel. Dès 6 heures du matin, le clergé porte plainte auprès de la sénéchaussée. Les portes de la haute ville sont maintenues fermées. L'enquête montre que la porte près de Saint-Christophe, située à proximité des maisons remplies de soldats en face de la rue du Château, a été mise hors de ses gonds. Les soldats sont rentrés et ont pris la statue, qui était dans la chapelle Notre-Dame, partie de l'église la plus proche des remparts. Toutes les maisons sont fouillées. Les caves, jardins, fossés, et puits, sont explorés. Morvilliers fait promettre 20 écus à quiconque viendrait révéler le coupable du vol, et il fait même emprisonner quelques suspects. Les pseudo-recherches restèrent sans succès. Le seigneur de Morvilliers, craignant un soulèvement contre lui et sa garnison, fait semblant d'être affligé de la disparition de la Sainte Image. De nombreux Boulonnais quittèrent la ville, voyant arriver des temps troublés. Car selon la croyance, la statue miraculeuse n'était plus là pour protéger la ville. Voyant partir peu à peu leur possible butin et certain de leur impunité,
les soldats huguenots commencèrent le pillage de la cathédrale, à peine restaurée et remeublée, le lendemain de la Toussaint 1567. Pendant l'office du matin, ils se précipitent hors du château et tirent plus de 200 coups d'arquebuse sur les vitraux. À l'intérieur de la cathédrale, c'est la panique. Les portes de la cathédrale sont forcées, le pillage commence. Après avoir enlevé tout ce qui pouvait leur servir, les cloches, les horloges, le plomb des toitures, le bois, le pavé, le marbre, ils violent les tombeaux et mettent le feu au bâtiment pour voir brûler ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Les prêtres qui étaient restés dans la ville pour administrer les derniers sacrements aux mourants sont massacrés. La femme du gouverneur de Morvilliers demande que la cathédrale serve d'écurie pour ses chevaux. La cathédrale est plus endommagée qu'en 1544. Massacre et pillage durèrent jusque l'année suivante, après la mise en place de la petite paix de Chartres du 23 mars 1568. Morvilliers et ses oiseaux de proie se retirèrent sans bruit de Boulogne le 25 avril, jour de la Saint-Marc. Ce jour était déjà fêté par les Boulonnais, car 18 ans plus tôt, c'est le 25 avril 1550 que les Anglais avaient quitté Boulogne-sur-Mer. La Saint-Marc 1568 a été fêtée avec feu de joie, procession, au son des cloches et au bruit de l'artillerie. Une procession a été organisée le jour de la Saint-Marc jusqu'en 1830. Ensuite la ville devint trop anglaise pour tolérer cette manifestation. Restauration et reconstruction de l'église Notre-Dame ne se firent que lentement, tant les sommes nécessaires étaient considérables. Quelques années plus tard, au château de Honvaux, l'épouse du châtelain, la dame de Honvaux, Madeleine Rouget de Marcille, fervente catholique, apprend que la statue miraculeuse est cachée dans le puits. Elle fait retirer l'image de Notre-Dame pour la placer en lieu sûr dans la pièce la plus haute de son logis. Elle vint très souvent y prier avec ses enfants. Le 24 août 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy sous le règne de Charles IX. En 1582, Jehan de Frohard se convertit au catholicisme, probablement sous la pression des ligueurs très présents dans la région. Mais par crainte de représailles et par peur de passer pour le complice des vols et pillages, il ne signale pas que la statue est chez lui. En 1588, un laboureur de Bellebrune, Jacques de Visme, avait entendu dans une veillée militaire une conversation entre soudards, dans laquelle le vieux sergent du nom de Bertrand Brière se vantait de ses massacres anticléricaux, 20 ans auparavant dans la ville de Boulogne. Il se vantait aussi d'avoir fait disparaître la statue après avoir essayé de la détruire par le feu avec 15 fagots de bois, et l'avoir jetée dans un puits, sans pour autant préciser lequel. Le 22 juillet 1593, Henri IV se convertit au catholicisme, et il devient roi de France en février 1594 à Chartres. Paris vaut bien une messe, avait-il dit. Le règne d'Henri IV ouvrit une période d'apaisement. En 1600, la dame de Honvaux, Madeleine de Marcille décède. En 1607, Jean de Frohard, âgé de 75 ans, est toujours craint et redouté par son entourage. Il reçoit la visite d'un de ses parents âgés, Vespasien de Fontaine, qui vivait en ermite dans la forêt de Dèvres, et lui confie que la statue miraculeuse est à Honvaux. Le 26 septembre 1607, aidé par Antoine Gillot, un respectable ecclésiastique de Boulogne, et malgré quelques objections du vieux gentilhomme de Frohard, ils emportent la statue jusque la ville. Antoine Gillot chargea la sainte image sur ses épaules, et prit le chemin de Boulogne par ce qu'on appelle depuis, le sentier de la Vierge entre Terlinctin et le chemin vert. Le chemin de la Vierge existe toujours, il se poursuit actuellement par la rue Condorcet, puis par la rue de la Colonne. L'image miraculeuse fut d'abord déposée chez un ancien mailleur de la ville, Guillaume Mouton, seigneur de Berguette, dont la maison était très proche des portes de la Haute-Ville. Plusieurs personnalités se rendirent chez lui, dont Adam Levasseur, ancien conseiller au Parlement de Paris et actuel lieutenant général en la Sénéchaussée du Boulonnais. Le lendemain, le 27 septembre, le clergé envoya Antoine Clunier, archidiacre, et François Levasseur, chanoine, pour débuter une enquête, de manière à éviter toute erreur sur l'identification de la statue miraculeuse. La statue est très dégradée, mais une surprenante odeur très agréable embaume l'air autour d'elle. Elle est ensuite transportée dans l'abbaye de Saint-Vulmer, qui était située en face du beffroi et de la mairie. Son état de délabrement empêchant de l'exposer au regard des fidèles dans l'endroit de la cathédrale où elle était auparavant,
on la relègue dans un coin de la sacristie. 13 mois plus tard, en 1609, mécontent de la lenteur des procédures officielles, Antoine Gillot fait déposer la statue dans une chapelle de l'abbaye de Saint-Vulmer, et croit ainsi pouvoir restaurer le culte de la patronne de Boulogne. Le 29 septembre 1610, le clergé de la cathédrale réprouvant une telle démarche, qui préjuge de la sentence de la commission d'enquête, chasse la congrégation de Saint-Vulmer. Le vicaire de Notre-Dame interdit alors qu'un hommage public ne soit rendu envers la statue, et ordonne la fermeture de la chapelle, pour y interdire l'accès. La statue sera ensuite déposée dans la trésorerie de la cathédrale, qui était une chapelle où l'on célébrait la messe. Elle y a été très longtemps conservée. L'enquête se poursuit. Jean de Frohard et d'autres personnes âgées confirment l'authenticité de la statue. Ses enfants, François et Nicolas de Frohard, ainsi que leur sœur, affirment également qu'il s'agit bien de la vénérable relique. Le 14 mai 1610, Henri IV meurt assassiné par François Ravaillac. En 1615, Jehan de Honveau est échevin de Boulogne. En 1617, Catherine de Frohard hérite du fief de Honveau. Elle a épousé Mathieu Ducrot, seigneur de Vimille, qui devient seigneur de Honveau. À cette époque, c'est François Moulière, laboureur à Questingan, qui loue la maison et les terres de Honveau. En 1619, Antoine Gillot est toujours mécontent de la lenteur des procédures officielles. Il envoie une requête à la Sorbonne. Il y explique comment la statue a été à Honveau durant 40 ans, et comment elle a été retirée du puits par la dame de Honveau. Comme les dévotions ont repris dès 1607, des miracles en lien avec le retour de la statue sont décrits un peu partout. Il faudra encore attendre plus de 10 ans d'enquête, pour que la statue reprenne sa place d'honneur sur son antique autel, où elle y restera encore près de 2 siècles. Afin d'être rendue présentable, la statue dut d'abord être retaillée en certains endroits. Des fragments de bois retirés furent retaillés en petites statues, afin de ne pas perdre le moindre éclat de bois, et furent envoyés dans 3 congrégations, les religieux de Picpus à Paris, les Ursulines et Augustinoires de Bruges, et la 3e petite statue, aux Sœurs Noires de Saint-Omer, sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François. La restauration de la statue de Notre-Dame de Boulogne se fit le samedi saint, 30 mars 1630, par le 3e évêque de Boulogne, Victor le Boutillier. Victor le Boutillier avait, dans un premier temps, été d'accord pour détruire la statue par le feu, afin de la purifier des outrages reçus, mais les chanoines s'y opposèrent. Le retour de la statue fait affluer les pèlerins, et les dons qui permettent d'accélérer la reconstruction de la chapelle de Notre-Dame détruite par les Huguenots. Elle sera reconstruite 3 ans plus tard. Le 10 février 1638, Louis XIII, dit le Juste, fils d'Henri IV, et de Marie de Médicis, consacre la France à la Vierge Marie, et reconnaît expressément les droits de Notre-Dame de Boulogne. C'est en souvenir de cela, que tous les 15 août, il y a une procession à Boulogne, et que 300 ans plus tard, en 1938, le congrès marial eut lieu à Boulogne-sur-Mer. Entre 1653 et 1659, Jacques Stuart, futur roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande, vint plusieurs fois à Boulogne et résida à Honveau. Il servit dans l'armée française sous le commandement du maréchal Turenne, pour lutter contre les frondeurs, puis contre leurs alliés espagnols. En 1659, Philippe Ducrot est seigneur de Honveau. En 1660, Léonard de Lattre est laboureur au château de Honveau. Il meurt à 38 ans en 1677, écrasé par une cavale, c'est-à-dire un attelage de chevaux. En 1669, Jean de Guines, laboureur, loue les terres du domaine de Honveau pour 1000 livres annuels. En 1670, Nicolas de Frohard, fils non reconnu de François Baudrin de Frohard, gentilhomme de la vénerie du roi, réussit à se faire légitimer et à ennoblir sieur des Fontaines, écuyer garde du roi, pour recueillir sa part de l'héritage paternel. Il obtint une petite partie de la terre du fief de Honveau. En 1685, le château, la ferme et les terres de Honveau appartiennent à Claude de Roussel, chevalier, sieur de Pinctin, capitaine des gardes du duc de Chaulnes. En 1687, c'est son neveu, François-Ambroise de Roussel, chevalier sieur de Guermont et de Pernes-les-Boulogne, qui est seigneur de Honveau. En 1700, le sieur François Hubin, demeurant au château de Honveau,
fit don de 100 livres à la charge de cette messe haute à son intention. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com.